Presidente Baerbock, Segretario Generale Guterres. Madame la présidente Baerbock, Monsieur le secrétaire général Guterres, Mesdames et Messieurs les délégués. Nous sommes en plein dans une phase historique, accélérée, pleine d'opportunités, mais par-dessus tout, parsemée de dangers aussi. Nous sommes suspendus entre la paix et la guerre. D'après l'indice mondial pour la paix 2024, il y aurait actuellement 56 conflits armés en cours dans le monde, le nombre le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Le monde dans lequel nous vivons est complètement différent. Celui qui a vu la création des Nations Unies en 1945 avec 51 nations. Aujourd'hui, pratiquement toutes les nations de ce monde. Elles ont alors décidé de se rassembler pour créer une organisation internationale dont la principale finalité est de prévenir la guerre. La question à se poser 80 ans plus tard, et lorsque nous regardons autour de nous, est-ce que nous avons pu engranger un succès? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder la une. La réponse est cruelle. La paix, le dialogue, la diplomatie ne semblent plus être suffisants pour persuader ou pour prévenir du recours à la force, et ce trop souvent. Et le pape François l'avait bien décrit, un scénario de troisième guerre mondiale. Évidemment, au vu de tous ces grands conflits, la guerre de grande envergure, guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui a commencé avec l'attaque contre Kiev en 2022, en est la preuve. La réflexion concernant les conséquences de choix ne sont pas suffisantes et c'est fondamental, à mon avis. La Fédération de Russie, un membre permanent du Conseil de sécurité, a, de manière délibérée, foulé aux pieds la Charte des Nations Unies, violé l'intégrité et l'indépendance politique de notre État en annexant un territoire. Aujourd'hui, elle montre encore aucune volonté d'accepter toute invitation de s'asseoir à la table de négociation de manière sérieuse. Cette blessure profonde a été infligée au droit international et on aurait pu le prévoir. Elle a des effets déstabilisants au-delà des frontières de ces deux pays. Le conflit en Ukraine a ressuscité et enflammé tant d'autres conflits dans l'intervalle. Le monde est devenu plus divisé. Cela n'est aucun hasard que le Hamas ait profité de l'affaiblissement de cette architecture pour lancer le 7 octobre 2023 son attaque contre Israël. La férocité, la brutalité de cette attaque, la chasse aux civils non armés a mené Israël à réagir tout d'abord de manière légitime, parce que tout peuple, tout État a le droit à la légitime défense, mais tout en respectant le principe de proportionnalité. Cela s'applique aux individus et d'autant plus aux États. Israël a dépassé cette limite avec une guerre disproportionnée de grande envergure impliquant la population civile palestinienne, et en dépassant cette limite, l'État juif a terminé par violer les normes internationales et produire un carnage parmi les civils. Ceci a été estimé inacceptable à plusieurs reprises. L'Italie favorable aux sanctions proposées par l'Union européenne contre Israël, mais nous ne sommes pas du côté qui blâme uniquement Israël pour ce qui se produit à Gaza. C'est Hamas qui a commencé cette guerre. C'est le Hamas qui pourrait en finir avec la souffrance des Palestiniens en libérant immédiatement tous les otages. Et c'est le Hamas qui semble avoir l'intention de profiter de la souffrance du peuple qu'elle dit représenter. Israël doit sortir du piège de cette guerre. Elle doit servir l'histoire et se battre pour l'histoire du peuple juif et les valeurs universelles du monde libre dont il fait partie. Les solutions sont nécessaires pour trouver une solution. La paix est édifiée avec la patience, le courage, avec la raison. Les enfants de Gaza, comme ceux que l'Italie reçoit et traite dans ses hôpitaux avec fierté, demandent des solutions pour améliorer leurs conditions. Nous avons pris cet engagement. L'Italie est et sera là pour toute personne qui souhaite travailler sérieusement un plan sérieux pour la libération des otages, un cessez-le-feu permanent, l'exclusion du Hamas, de toute dynamique de gouvernance en Palestine, le retrait progressif d'Israël de Gaza et la participation de la communauté internationale pour ce qui est de la gestion de la phase suivante, suivant le cessez-le-feu, et pour réaliser la perspective des deux États. À cet égard, nous estimons très intéressantes les propositions du président des États-Unis, dont il a discuté récemment avec les pays arabes, et nous sommes prêts à tendre la main, à prêter la main.
Nous avons signé la déclaration de New York sur la solution à deux États. C'est notre position historique sur la question palestinienne, elle n'a jamais changé. En même temps, nous pensons que la reconnaissance de la Palestine nécessite deux conditions indispensables: la libération de tous les otages israéliens et le fait que Hamas renonce à tout rôle dans le gouvernement palestinien. Ils ne peuvent être récompensés. Et cela nous ramène au point de départ: les règles, la force du droit. En Ukraine, au Moyen-Orient, quel que soit le théâtre, et on a perdu la raison. Il n'y a pas d'autre solution, chers collègues, pas d'échappatoire. Ce qui nous réunit ici, la question à laquelle nous devons répondre: est-ce que l'architecture des Nations Unies, celle d'il y a 80 ans, est capable de nous aider à relever les défis d'aujourd'hui? Le dialogue, le multilatéralisme, la diplomatie sans des institutions fonctionnelles reste lettre morte. Nous devons donc reconnaître nos limites. Nous devons reconnaître que une réforme en profondeur des Nations Unies est nécessaire et urgente, et non pas une réforme idéologique, mais plutôt une réforme pragmatique, pratique, qui permette de trouver en commun des solutions avec des institutions agiles, efficaces, à même de répondre rapidement aux crises, transparentes dans ses coûts, en évitant la bureaucratie, les doublons. Le palais de glace, comme nous l'appelons, doit être la maison de glace. La réforme doit commencer par le Conseil de sécurité. Elle doit respecter les principes de démocratie, de représentativité et de crédibilité. Nous n'avons pas besoin de nouvelles hiérarchies ni de nouveaux sièges permanents, tout simplement parce qu'ils ne pourraient pas résoudre cette paralysie qui mine la crédibilité de cette institution. Nous sommes ouverts à discuter au sujet de réformes sans préjuger aucunement des résultats. Un groupe a été constitué à cet effet. Cette organisation doit mieux représenter tout un chacun et non pas mieux représenter une poignée de membres. Et ce ne sont pas que les institutions qui doivent être réformées. Nous sommes face à un changement d'air, ce qui exige une révision en profondeur de tous les outils à notre disposition pour réglementer les relations entre peuples, y compris les conventions internationales. Je pense par exemple aux conventions régissant la migration et l'asile. Ce sont des règles consacrées, qui étaient consacrées dans une ère où l'immigration de masse n'existait pas, ni le trafic. Ce sont des règles qui ne sont plus d'actualité et qui sont interprétées de manière idéologique et de manière unilatérale par des systèmes judiciaires politisés. Aux côtés d'autres États européens, nous avons soulevé cette question, nous avons l'intention de la poursuivre pour ne pas revoir à la baisse le niveau de garantie, mais pour édifier un système qui suive l'évolution, qui protège les droits humains tout en sauvegardant les prérogatives sacro-saintes de toute nation, celle de protéger sa nation, ses frontières, celle d'exercer la souveraineté et de gouverner sur la migration qui a un impact sur ses citoyens, en particulier les plus vulnérables. La communauté internationale doit s'unir autour de cette lutte contre le trafic des êtres humains. Les Nations Unies, à l'instar d'autres institutions internationales telles que l'Union européenne, ne peut détourner le regard, ne peut protéger les criminels au nom des dits droits civils. En fin de compte, de la même manière, les Nations Unies ne peuvent estimer de manière hypocrite que certains droits humains méritent moins protection que d'autres. Je pense par-dessus tout à la valeur niée de la liberté confessionnelle. Aux 4 coins de la planète, des millions de personnes, principalement des chrétiens, sont persécutés et massacrés au nom de leur foi. Nous avons besoin d'une coopération plus étroite entre nations, et cela passe par l'humilité, la sensibilisation et la confiance. Nous sommes prêts à jouer notre rôle dans ce contexte. Avec le plan pour l'Afrique, ces 3 dernières années, nous avons lancé un plan de coopération avec l'Afrique et nous avons élargi sa portée à 40 nations. Nous avons bâti une collaboration également avec les Nations Unies, l'Union européenne, et son initiative Global Pathway, le G7, l'Union africaine, les banques de développement, multilatérales de développement et différents partenaires multilatéraux tels que les Émirats arabes unis, que je tiens à remercier. Cette complémentarité nous a permis de co-organiser aux côtés de l'Éthiopie en juillet dernier le 3e sommet sur l'alimentation. Et nous avons le projet du corridor de Lobito entre la Zambie et l'Angola, des projets intéressants qui attirent les investissements et qui permettent des résultats concrets, comme nous l'avons vu en Algérie, où nous allons reprendre 36 000 hectares de désert à des fins arables, pour faire des terres arables. Et nous avons le Hub pour le développement durable qui réunit des centaines de jeunes pousses africaines dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Il y a également la prolongation du câble bleu Raman reliant l'Inde et l'Afrique et arrivant jusqu'à la Méditerranée. À l'instar d'autres actifs, nous n'avons pas de motifs voilés en Afrique. Nous n'avons pas l'intention d'exploiter le continent pour ses matières premières, ses richesses naturelles. Nous voulons vraiment la prospérité de l'Afrique. Nous voulons qu'elle puisse avoir accès à ses propres ressources, permettre de créer des emplois grâce à des synergies avec des gouvernements stables et des sociétés dynamiques sûres. Mais on ne peut plus occulter une question importante, la dette de l'Afrique. Dans les 10 années à venir, nous avons l'intention de convertir tout le montant de la dette pour les PMA, d'après les critères de la Banque mondiale. Et sur 10 ans, toutes les opérations nous permettront de convertir dans des projets de développement grâce à l'élimination de 200 millions de dettes. Nous espérons que cela servira d'exemple à d'autres nations. Ce n'est pas simplement une question économique, mais également de justice. Chers collègues, 30 ans de foi aveugle dans la mondialisation viennent de s'achever aujourd'hui. Nous faisons face aux conséquences inespérées. Elles n'étaient pas vraiment inattendues. Un grand impact pour les familles, les citoyens, les entreprises. Les choses ne vont pas bien, contrairement aux promesses qui avaient été faites. J'ai d'autres nouvelles. Les choses pourraient s'empirer encore. Si nous n'arrêtons pas la création artificielle de modèles non durables, inviables, comme les centrales, les usines vertes en Europe qui vont mener rapidement à la décarbonation, la conversion de secteurs entiers de production qui ignorent la réalité des personnes. Cela est une énorme erreur. Cela cause la souffrance pour des classes entières et la classe moyenne est tirée vers le bas face à des choix économiques impossibles. L'environnementalisme a créé beaucoup de dégâts, mené à la perte d'emploi, a freiné la compétitivité et n'a pas amélioré la santé de notre planète dans l'ensemble. Il ne s'agit pas de nier le changement climatique. Ce n'est pas un déni climatique, mais il s'agit de retrouver la raison, d'arriver à la neutralité économique et des réformes progressives plutôt que des extrémismes idéologiques dans le respect de l'environnement tout en gardant l'humanité au cœur. Il nous a fallu des siècles pour bâtir nos systèmes, mais seulement quelques décennies pour arriver à un désert industriel. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de pluie dans le désert. Cette année, nous ne commémorons pas simplement le 80e anniversaire depuis la création de l'ONU, mais également celui de l'adhésion de l'Italie à l'ONU, un double anniversaire. Et cela nous mène à respecter les valeurs, les buts et principes de cette organisation. Conscients de cela, nous devons rendre les outils efficaces pour défendre ces principes et ces valeurs, ceux de notre temps, pour que notre action soit plus incisive et qu'elle réponde vraiment aux besoins de notre société. Le choix qui s'impose à nous est simple. Nous laissons les choses en l'état et allons vers la facilité, ou nous faisons en sorte de ne pas passer à côté de cette opportunité historique grâce à ces multiples défis. L'opportunité de bâtir un monde plus juste, plus sûr. Comme disait le pape François et le Saint François d'Assise qui a donné son nom à la ville. Il y a des moments où il faut faire preuve d'un courage exemplaire. Et je pense que nous sommes dans un moment où il faut faire preuve d'un courage exemplaire. Je remercie au nom de l'Assemblée la présidente du Conseil des ministres de la République d'Italie,